Alors, on a le droit de se marrer. En fait, Franck, moi, je me marre là juste parce que je sais que, en fait, je vais juste faire ce que j'aime faire. Tu vois? Faut que je reste là-dessus. C'est tout. Moi, parler aux gens et raconter des trucs comme ça, c'est... voilà. En fait, moi aussi, j'attends ce moment. Tu vois, j'attends ce moment depuis longtemps, quoi. T'es dans les conditions optimales pour dire, bon, alors toi, c'est quoi que t'aimes bien faire dans la vie? Bah, moi, j'aime bien tchatcher, j'aime bien ouvrir les tiroirs, j'aime bien chercher ce qu'il y a dedans, trouver des problèmes, trouver des solutions. Voilà, c'est cool. On est au bon endroit au bon moment, quoi. la raison pour laquelle tu es là, c'est que moi, je t'ai connu en 2014. Et en 2014, j'ai vu à quel point ce que t'offrais aux personnes qui pouvaient écouter, pouvaient entendre, avait une portée considérable. Moi, j'ai pu l'appliquer dans ma vie. Ouais. Mais il m'a semblé que ce n'était pas du tout évident à intégrer. Ça semble facile quand on t'écoute. Et donc, j'ai pris la décision de t'accompagner en te faisant différentes propositions Ouais. pour que ce que moi j'appelle un franc levé d'intérêt public devienne réalité. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, C'est un peu too much pour moi, hein, ça. ouais, Hein. je me doute bien, mais j'en parlais avec d'autres personnes, notamment Ouais. un médecin qui te connaît, Ouais. qui m'a dit, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que effectivement, Franck est digne d'intérêt public. Cool. En tout cas, d'utilité publique. Ok. Ouais. D'intérêt ou d'utilité. Ok. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on est en 2022. Depuis 2014, tu as quand même fait ton chemin. Ouais. J'aimerais bien savoir qui tu es aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et notamment, je fais cette vidéo pour des gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent. Parce que de Ouais. plus en plus de personnes te découvrent. C'est d'ailleurs mon intention. Mhm. Et j'ai besoin de faire une sorte de mise à jour de qui est Franck Lebu aujourd'hui. Ouais. Ce que je sais, Ok. c'est que depuis que tu as commencé à travailler, je t'ai entendu dire que tu avais reçu 15 000 personnes. Oui. Ouais. Maintenant, on est à peu près là. Alors, j'ai pas j'ai pas les chiffres super précis, mais ouais, j'ai vu un max de monde. Et ce qui est cool, si tu veux, c'est que ça m'a vraiment permis maintenant d'avoir développé une sensibilité qui était pas la même en 2014. En 2014, j'avais des idées et depuis en fait ces idées ont bougé, ont évolué en fait fonction de la rencontre avec les gens. Maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de l'expérience que de l'ordre de l'idée. Et si tu veux, ça a vachement accompagné ma redescente. En 2014, je peux dire que j'étais très en haut, ce qu'on pourrait qualifier de perché, c'est-à-dire quelqu'un de très mental qui est dans ses élucubrations, dans sa spiritualité, etc. Et de l'avoir confronté aux gens, à leur vie, à leur réalité, m'a permis d'amener ces idées dans un truc très quotidien, dans un truc où on arrive à s'y retrouver dans notre vie de tous les jours, de dire ok, en fait telle idée, quand on la ramène dans les jambes, dans le cœur, dans le ventre d'un humain, bah ça prend cette forme-là, ça s'applique comme ça. Et pour moi, c'est surtout ça l'intérêt de cette expérience, de ces 15 000 personnes croisées. C'est que ça a amené mes idées dans mes jambes et moi, finalement, j'ai que dû suivre le mouvement, redescendre dans l'humain, m'intéresser à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours et réunir un peu, si tu veux, deux trucs qui, en 2014, étaient encore totalement séparés pour moi. J'avais le monde de la spiritualité, de la recherche, de la quête de soi, et le plan humain de là où on a besoin de manger, de vivre, nos enfants, notre boulot, notre frigo. Et ces 15 000 personnes, elles m'ont permis, pour moi en tant qu'homme, hein, si tu veux, de me réunir là-dedans. Je n'ai plus deux versions de Franck. J'en ai une qui est aujourd'hui un homme qui est en bas, qui vit sa vie d'homme, qui a ses enfants, son frigo à remplir, ses questionnements à propos du quotidien. Et ces idées qui étaient distantes sont devenues en fait des idées appliquées, ou en tout cas des idées applicables. Et c'est ça surtout que ça a changé, moi, de rencontrer ces 15 000 personnes. Ouais, alors tu me parles de ce que tu as développé comme ressenti. Et dans ton livre, Ton autre vie, tu expliques que les animaux ressentent, les plantes ressentent, on le sait maintenant. Pourquoi les humains seraient différents? En tout cas, ils sentent l'extérieur, hein, ils sentent ce qui se passe autour d'eux. Et toi, tu as développé cette capacité de ressentir les intentions
Oui. des gens que tu croises. Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas développé les ressentis. Ce que j'ai développé, c'est la capacité de mettre des mots dessus. Les ressentis, ils sont là de toute éternité. Ça a toujours été là. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de fort pour moi parce que, en fait, tout gamin, j'ai entendu parler de ces plantes qui réagissaient lorsqu'un humain entrait dans une serre. J'avais entendu parler de ces expériences de un humain qui casser les branches lorsqu'ils se rentraient de nouveau dans l'espace de ces plantes. Elles avaient un phénomène de rétractation ou en tout cas une sensation qui disait je connais cette personne, je sais son intention et je m'en protège d'avance. Et j'avais évidemment également entendu parler et fait l'expérience petit d'à quel point les animaux étaient capables de sentir si on était à l'aise avec eux, si on avait peur, si on était dans une démarche de prendre pouvoir sur eux, d'être avec eux, d'être contre eux. Et on a tous entendu parler de comment les chiens, les chevaux, les chats connaissent et sentent ces trucs-là. Mais si tu veux, on a une espèce de facilité à se dire les plantes et les animaux ont de l'instinct, ont de l'intuition, ont un mystère et c'est normal. Et juste en fait, ce qui m'est arrivé, c'est de me dire mais si eux ils l'ont, je suis pas moins qu'une plante, je suis pas moins qu'un chien ou qu'un cheval, et je dois bien avoir la capacité d'aller chercher chez moi cette même sensation. Et donc du coup pour moi ça a pas été l'idée n'a pas été d'aller développer cette sensation, mais de développer la conscience qu'elles étaient là, qu'elles existaient. Et donc je me suis simplement mis à me dire bon bah puisqu'elles sont là, où sont-elles et comment s'expriment-elles? Et puis effectivement, à force de rencontrer des gens, et quand on a rencontré 15 000, maintenant je suis parfaitement sensible à ça. Je sais exactement comment ça se produit chez moi. Je sais quelles micro-sensations sont en train de communiquer. Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Et effectivement, maintenant, j'ai développé ça. Voilà. Moi, je croise quelqu'un dans la rue et j'ai une masse d'informations qui, alors, à l'époque, étaient déjà là, mais sur lesquelles je pouvais pas poser de mots. Aujourd'hui, je peux poser des mots dessus. Sur les 15 000 personnes que tu as pu rencontrer toutes ces années, quelles sont les demandes qui te sont faites? Quels sont les sujets qui interpellent les gens? Écoute, c'est super simple. L'envie d'être connu. C'est l'envie de se sentir lié. Ce qui occupe le plus les humains d'une manière consciente, c'est l'envie d'être aimé, et d'une manière inconsciente, l'envie d'aimer. C'est vraiment ce que j'ai rencontré globalement, c'est ça le sujet. C'est au fond, j'arrive avec une sensation du besoin d'être connu, qu'on pourrait aussi appeler le besoin d'être reconnu, ça va dedans. Le besoin que quelqu'un sache qui je suis, comment je fonctionne, ce que j'ai dans le cœur. C'est vraiment un des sujets qui sort le plus. Et dès que tu creuses un peu, en fait, tu te rends compte que ce sont des gens qui ont envie d'avoir le droit d'aimer, envie d'avoir le droit justement de s'intéresser, de connaître un autre, et que finalement l'idée c'est de passer outre la peur de se perdre dans l'autre, la peur d'y laisser des plumes, la peur de souffrir ou d'y perdre quelque chose. Mais l'envie, en fait, au fond, c'est assez marrant. Hein. C'est pas tant je viens chercher quelque chose, c'est je viens chercher le droit de donner, le droit d'offrir. Je viens chercher l'autorisation d'enfin ouvrir mon truc et d'envoyer. C'est ça qui est le plus bizarre, si tu veux. Est-ce qu'on peut dire que t'es sorti d'un excès de spiritualité? Ah ouais, oui, carrément. Carrément. Alors, pour moi, la spiritualité, si tu veux, ça a été... Bon, ce qui est bien, si tu veux, c'est que je suis pas entré dans la spiritualité en disant je suis perdu, je suis à la ramasse, il faut absolument que quelqu'un me trouve des solutions, alerte, au secours, faites quelque chose pour moi. Donc, si tu veux, j'avais déjà ce truc-là qui était quand même cool, c'est-à-dire une espèce de base où j'avais pas... Je cherchais pas à me mettre sous la coupe de quelqu'un qui allait m'expliquer comment je devais vivre. Donc j'ai déjà pu éviter tranquillement ce sujet autour de la spiritualité qui serait l'idée de mettre quelqu'un au-dessus de sa tête pour qu'il nous explique quoi penser, comment et quoi vivre. Donc ça, j'étais assez tranquille avec ça. Mais j'étais excessif dans mon aspiration à la spiritualité parce que au fond, elle était fondée sur plusieurs choses qui se reliaient. La première, c'était comment on se barre.
parce que ce que j'ai compris dans mon enfance de ce que c'était qu'être un homme. Alors d'abord un homme, c'était, je parle bien d'un homme par rapport à une femme, c'était tout à fait inacceptable pour moi. J'avais compris, comme je l'avais entendu dans la chanson de Renaud à l'époque, Miss Maggie, où il expliquait en fait à quel point les hommes sont ceux qui violent, ceux qui font la guerre, ceux qui prennent pouvoir, ceux qui sont les supporters, ceux qui pensent bagnole, foot, violence. Et alors déjà, si tu veux, cette image-là, elle m'a beaucoup parlé parce que moi j'avais grandi là-dedans. Être un homme était un problème de base. J'appartenais au camp des oppresseurs. C'est un truc déjà qui était difficile pour moi de digérer. Et en même temps, j'étais dans le corps d'un homme. Donc ça a déclenché chez moi un peu cette envie de pas être là. Et puis il y a un autre truc qui était l'absurdité totale du monde qu'on me proposait. Alors ça, j'ai jamais pu être d'accord. T'arrives sur Terre, tu te retrouves à devoir faire ton trou, te battre, apprendre, réussir, obtenir des bonnes notes, pour en fait finalement simplement travailler, réunir de l'argent pour pas mourir, puis mourir. L'absurdité du truc me convenait pas. Et au fond, ma spiritualité, donc, elle était surtout sur comment on se barre d'ici. Ça veut dire comment on meurt. Comment on meurt, oui, mais j'avais une petite idée qui était comment on meurt en étant sûr qu'on revient pas. Parce que j'avais quand même ce doute-là, je me disais, mais attends, si tu meurs et que tu reviens dans une vie qui est pire, ou enfin, tu vois, moi c'était des idées d'enfant, finalement, ou d'ado, je sais pas, mais en tout cas, ça m'habitait ce truc-là, c'était, moi je veux bien me barrer, mais j'ai pas envie de recommencer, quoi. Donc ma spiritualité, elle était sur, je vais me barrer, mais avant de me barrer, faut que je fasse tout bien pour être sûr de jamais revenir me caler dans un plan pareil. Et donc ma spiritualité, elle était partie sur un truc tout simple, tout à fait humble, qui était comment redevenir Dieu. En gros, c'était ça. Si je redeviens le truc de la source, si je redeviens l'idée du début, bon bah normalement c'est bon, j'aurais plus besoin de revenir. Et donc, si tu veux, c'est vraiment avec mon orgueil que je suis parti, quoi. Bon, alors attends, puisque c'est comme ça, puisque l'idée c'est de tout redevenir, je vais tout redevenir. Si l'idée c'est tout expérimenter, je vais tout expérimenter. Si l'idée en fait c'est de sortir du corps par le haut, je vais sortir du corps par le haut. Enfin, j'avais des grandes idées, mais effectivement, quand tu m'as croisé en 2014, j'amorçais la descente. 2014, c'est effectivement un moment où j'ai compris en fait que d'aller vers le haut était une fausse piste. Il fallait vraiment que je redescende dans mes pompes, que je gagne en humilité, en acceptant d'être un humain, quoi. Avec donc, si tu veux, quand même l'idée de ne pas abandonner un monde pour un autre. Ça me paraissait aussi tout à fait absurde. Si tu veux, pour moi, Arnaud, vivre dans le monde des cartésiens purs, comme on l'entend, est un non-sens. Alors là, franchement, c'était le fameux monde inacceptable. Tu nais, tu bosses, tu meurs. Non, merci, ça va aller. Ça c'est juste pas possible. À un moment donné, le monde de la spiritualité, c'est-à-dire tu dois t'améliorer, tu dois être pur, tu dois grandir, tu dois dépasser tout le monde. Je dis mais c'est quoi cette idée? C'est pareil, c'était devenu totalement imbuvable. Et si tu veux, on s'est croisés au moment où moi je me suis dit, il va falloir trouver un moyen de réunir les deux. Il va falloir trouver un moyen pour que je puisse ramener cette sagesse dans quelque chose d'humain et en même temps être un humain de base, mais qui a le droit de se poser des questions. Donc voilà, c'est un peu ça. La rencontre avec ces 15 000 personnes dont tu parles, si tu veux, ça a été pour moi une solution pour vraiment ramener le haut dans le bas. Si cette idée elle est encore un peu peut-être empreinte d'ésotérisme, je pourrais le dire autrement. Avoir le droit de me poser des questions tout en restant un mec sur Terre. Quel regard tu portes sur les gens que tu rencontres qui sont dans cette spiritualité-là ou dans une forme de spiritualité? Quels sont leurs excès selon toi et qu'est-ce que ça a comme impact dans leur vie? Un des trucs importants et que j'ai retrouvé chez moi, c'est que, tu sais, la plupart du temps, la spiritualité, c'est une quête de pouvoir, ni plus ni moins. Moi, si je regarde le truc d'un regard de base, pour moi,
la spiritualité, c'était mon moyen de dépasser mon père. C'est un moyen d'obtenir de la puissance. C'était un moyen de faire une démonstration de pouvoir. Et la plupart du temps, ce qui me dégoûte dans la spiritualité dont tu es en train de parler, c'est que on parle d'amour, on parle d'unité, alors que en dessous, ça ne parle que de pouvoir et de pouvoir. Le principal excès, il est à cet endroit-là. Après, il y en a plein, hein, des excès. Il y a un autre truc que j'observe, si tu veux, je sais pas si ça va servir à notre conversation là, mais c'est vraiment quelque chose que j'observe, c'est que on a pu regarder les excès de la posture judéo-chrétienne. Tu sais, de ce monde dans lequel dont on est issu finalement, parce que quelques générations au-dessus, on était tous plus ou moins bien pris là-dedans, avec attention, tu vas être jugé, sois une bonne personne, la sexualité c'est mal, l'animal doit être gommé, cette espèce de carcan très oppressif, très carré, contre lequel des générations se sont battues. On se rappelle des années 70 où on avait envie de faire voler tout ça en éclats. Et j'ai, si tu veux, un espèce de retour de cet archaïsme, de cet intégrisme religieux qui est en fait la spiritualité, où on utilise d'autres mots, mais on fait la même chose. On est exactement dans les mêmes postures. On veut être proche de Dieu, être le bien, incarner le bien, on est sûr de son bon droit, on est sûr qu'on a une longueur d'avance, on est sûr que nous on est du bon côté du manche, on a toujours, pour moi l'excès il part surtout là-dessus, c'est-à-dire sur cette certitude d'être le bien, cette certitude d'avoir trouvé quelque chose que les autres n'ont pas, cette espèce de condescendance qui prend cette forme là quand tu es en contact avec des gens qui sont avec cette spiritualité ou cet ésotérisme, qui disent j'attends que le monde ouvre sa conscience. En gros, ils sont en train de dire, quand tout le monde aura enfin ouvert les yeux et quand tout le monde pensera enfin comme moi, la planète sera magnifique, tu vois. Et il y a une espèce de truc là-dedans, tu dis, mais t'es où? Tu t'es mis où, quoi? Tu t'es mis où pour croire que, en fait, ton système de pensée était si élaboré, que t'avais compris, que ton amour, là, était la solution, quoi. De quoi on est en train de parler? Et moi, c'est surtout ça, en fait, que je rencontre comme excès. J'ai pas envie, si tu veux, de me mettre dans la peau de ceux qui vont t'expliquer que les excès de la spiritualité sont les gourous, le pognon, le machin, tout ça. Bon, voilà, il y a eu des dissertations là-dessus, vous pouvez y aller, regarder, effectivement, filer votre pouvoir à un mec, filer votre pognon à un mec en lui disant « dis-moi quoi penser, dis-moi comment marcher ». Ouais, ça me paraît débile, comme j'espère, ça paraît débile à la plupart des gens. Moi, l'excès de spiritualité que je vois, il est pas à cet endroit-là. L'excès de spiritualité, il est, je suis sûr que j'ai trouvé, je suis sûr que je suis en contact avec une vérité avec laquelle les gens ne sont pas encore en contact. J'ai une longueur d'avance et je n'ai plus qu'à me foutre dans mon fauteuil à attendre tranquillement que la planète se réveille. Et ça, ouais, ça c'est décalé. Ça me plaît pas du tout. Moi, je vois les gens, comment ils fonctionnent. Je vois justement leurs intentions sous-jacentes. C'est ça que j'ai développé. Et je les vois, en fait, ces gens qui ont jamais ouvert un bouquin de spiritualité, qui ne parlent pas de spiritualité. Et je la vois, moi, la sagesse appliquée. Je vois comment ces gens qui se taisent et agissent, comment eux sont la spiritualité incarnée. Et on peut pas en parler avec eux. C'est pas un sujet pour eux. Ils sont pas là-dedans. Et si tu veux, moi, voilà ma réponse. Et pour faire un lien avec le développement personnel, qui est quand même à la mode depuis des dizaines d'années maintenant, dans ton livre, Ton autre vie, tu fais référence, tu mentionnes une logique de non-démarche. Ouais, t'as raison. Ce que je veux dire quand je parle de non-développement personnel ou de non-démarche, c'est que d'une manière, j'ai envie de dire, un peu bizarre pour le moment, et quand on a l'explication, ça paraît un peu moins bizarre, il s'avère que moins je maîtrise la situation, plus elle est maîtrisée. Il s'avère que plus je me laisse traverser, plus je suis peinard avec moi, plus je me prends comme j'arrive, plus je suis dans cette démarche, plus en fait obtenir les sentiments que je souhaite rencontrer dans ma vie devient naturel, simple et efficace. Et on met du temps à comprendre comment la non-démarche est une démarche, comment ne pas se battre pour obtenir peut devenir la porte de la facilité. Effectivement, moi je pense aujourd'hui que
toute démarche de développement personnel qui nécessiterait de vivre en Occident, de savoir lire, d'acheter des bouquins, d'aller rencontrer des gars, pour que ensuite nous on ait le droit d'avoir une vie correcte, alors qu'on est déjà en train de posséder 99% des richesses du monde, ça me donne envie un peu de vomir, si tu veux. Moi, j'ai envie qu'on retrouve une règle du jeu qui puisse s'appliquer à quelqu'un qui vit ici, gavé de pognon, et qui puisse s'appliquer à quelqu'un qui vit dans un autre espace, à une personne qui doit survivre tous les jours et qui a autre chose à penser que son développement personnel, être une bonne personne, croître dans la vie, obtenir, vaincre et réussir. Je voudrais en fait qu'on trouve un endroit où on peut dire ouais, ok, ça c'est pour les humains. Ça c'est pas juste pour toi, mais ça c'est pour les humains. Donc c'est en réfléchissant comme ça, si tu veux, que je suis retrouvé c'est en réfléchissant comme ça que je me suis retrouvé à la quête de quelque chose d'universel, à la quête de quelque chose qui s'applique à tous et tout le temps et partout. Pas un truc de nous on a déjà tout mais on va encore être dans des démarches pour avoir mieux, et puis nous en fait on sait même pas ce que c'est que d'avoir peur, mais on va tout faire pour être dans le bien-être, dans le mieux-être, nous et notre trouille, nous et notre panique. J'avais envie de dépasser ce truc-là. Et j'avais envie que si d'aventure un jour je me retrouve face à quelqu'un qui connaît la véritable souffrance, chose que moi je n'ai pas connue, je puisse le regarder dans les yeux et je puisse lui dire bah ouais voilà, on est sur la même longueur d'onde, on capte les mêmes choses et on a les mêmes possibilités de ressentir quelque chose de cool ou de pas cool. On est bien finalement tous dans le même bateau. Ça compte pour moi.